J'appelle pour cette table ronde Inclusion et Diversité Christelle Leroy. Coucou Christelle. Et Géraldine Van Hill, j'espère que j'ai bien prononcé. Installez-vous, mesdames. Et j'excuse Jaled Bradea, qui est indisponible cet après-midi, malheureusement. Ouais, mais d'accord. Du coup, vous êtes deux, chacune un micro. Bienvenue à cette danse après-midi où on balaye énormément de sujets. On a beaucoup parlé climat, écologie, sustainability de la tech. On va parler d'humain. Ce serait pas mal. Première pierre pour la transformation de l'entreprise, l'individu. Dans ce que vous avez entendu cet après-midi, qu'est-ce que vous retenez déjà ? Ou qu'est-ce qui a fait sens avec les actions que vous menez, et l'une et l'autre, chez TF1 et à l'ARCOM ? Qui veut commencer ? On remarque que sur les sujets sociétaux, on est un peu toujours sur les mêmes principes, c'est-à-dire sensibiliser, former, prendre conscience. Et ça tombe bien parce que je m'occupe de tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, donc du climat jusqu'à la diversité en passant par l'accessibilité. Et donc c'est effectivement ces différents axes de travail qu'on mène. Pour moi, ça couvre aussi l'ensemble des thématiques qu'on gère dans le cadre de la politique RSE du groupe TF1, effectivement avec tous les sujets environnementaux, tous les sujets liés à la diversité, à l'inclusion, la solidarité, et bien d'autres encore, avec ce besoin qu'on a évidemment de mettre en cohérence ce qu'on fait en interne et ce qu'on donne à voir dans nos contenus et ce qu'on peut faire même en externe. C'est-à-dire que ça n'a pas de lien direct avec nos programmes ou notre activité, mais ce sont des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on souhaite soutenir. Alors justement, Christelle, vous êtes chez TF1 depuis 1997, donc vous avez vu ce groupe se transformer et plus d'une fois. Est-ce que cette thématique sociétale, environnementale était présente au début du groupe, et comment est-ce que vous l'avez vu évoluer depuis toutes ces années ? Alors moi, j'ai eu la chance de commencer dans le groupe TF1 à Eurosport International. En 97, comme tu le soulignais, et en fait, il y avait 22 nationalités. Donc je trouve que c'est un excellent premier bain, en fait, puisqu'on prend tout de suite conscience du fait que l'inclusion et la diversité, c'est vraiment un vecteur de performance, avec en plus la possibilité à l'époque de voyager beaucoup au sein des différentes structures d'Eurosport à l'international. Donc ça, c'était une première chose. Et puis après, côté TF1, la direction RSE a été créée en 2005. Donc c'était déjà une première prise de conscience pour les collaborateurs. On avait obtenu le label diversité en 2010. On a créé la fondation TF1 il y a 15 ans, parce qu'on accueille la 15e promotion. On avait aussi créé le réseau Mixité, Égalité Femmes-Hommes, qui s'est d'ailleurs ouvert très récemment au sujet de l'inclusion au sens large, et ça c'est quelque chose que j'espérais. Et donc maintenant on traite aussi des sujets de discrimination LGBT, mais pas que. L'idée c'est vraiment d'ouvrir de manière plus large, et ça correspondait à un souhait des collaborateurs. Donc je dirais qu'il y a ce qu'a fait l'entreprise, en fait, pour faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et puis après, j'ai mon expérience de manager, parce que moi, je n'ai pas toujours été à la tête de la RSE. J'ai travaillé plutôt sur la partie monétisation des programmes. Donc je dirais que c'est cette expérience qui fait qu'on est finalement confronté à un certain nombre de sujets. Et j'ai eu, moi, la chance de faire un pas de côté, parce que c'est vrai qu'en tant que manager d'une business unit, on a tendance parfois à être concentré sur ses objectifs financiers. Moi, j'ai eu la chance de faire un petit pas de côté en reprenant des études en parallèle de mon job. Et c'était au moment de la loi Pacte, qui introduisait la notion de raison d'être dans l'entreprise. Et j'avais eu la chance de travailler sur un mémoire sur la culture d'entreprise du groupe Bouygues. Et je me suis rendu compte à quel point tous ces sujets sociétaux
avait cette capacité à renforcer le sentiment de fierté, d'appartenir à un groupe qui fait beaucoup de choses. Et c'est en partie ce qui m'a donné envie de prendre la direction RSE en ayant fait un petit passage par les opérations caritatives sur les antennes. Donc un joli parcours. Géraldine, côté Arcom, comment est-ce que vous traquez et mesurez les progrès qui sont faits par les éditeurs, mais pas que, en matière d'inclusion et de diversité? C'est quoi les bullet points à suivre? Alors, on a un outil qui s'appelle le baromètre de la diversité, qui existe depuis 2009. Alors, on l'a amélioré au fil des ans avec plus de critères, notamment plus de critères qualitatifs. Voilà, c'est comme ça qu'on mesure la représentation de la diversité sur les antennes. Et donc, selon le critère de l'origine perçue, on est vraiment... J'insiste là-dessus, on est sur de la perception, on ne recherche pas une vérité. Donc quand on visionne les programmes, on perçoit une personne non blanche ou blanche. Donc là, c'est le critère de l'origine. On a le sexe, le handicap, la catégorie socio-professionnelle, la situation de pauvreté et le lieu de résidence des personnes qui sont à l'antenne, ce qui nous permet de voir là où il y a des insuffisances et là où on peut améliorer les choses. Donc tu me vois venir, quelles sont les insuffisances à date? Alors je peux vous donner les dernières tendances du baromètre de la diversité vague 2021. Alors pour les personnes perçues comme non blanches, on est à 14% versus 16% en 2020. Sachant que sur les chaînes d'information en continu, elles ne représentent que 10% des personnes indexées à l'antenne. Ce qui est intéressant sur le baromètre, c'est que vu qu'on a plein de critères, on peut croiser les critères, ce qui nous permet de voir que les personnes non blanches sont par exemple plus représentées dans des rôles négatifs que dans des rôles positifs. Donc là, au général, c'est par exemple 22% dans des rôles négatifs et 18% dans des rôles positifs. C'est accentué quand on cible le genre information. Là, on est à 43% de personnes non blanches représentées dans des rôles négatifs, ce qui est quand même très, très, très important. Sur les femmes, on est à 39% de représentation versus 38% l'année précédente, donc 2020. Et puis, on a ensuite toutes les catégories qui sont quasi absentes des antennes. Donc, on a le handicap qui est à 0,8, qui ne dépasse jamais la barre des 1%. On a la situation de pauvreté qui est également à 0,8, les ultramarins à 3%, les banlieues à 4%. Faut que je me rappelle de tout. Je crois que les plus âgés, plus de 65 ans, ils sont à 5%, alors qu'ils représentent quand même plus de 20% dans la société. Les plus jeunes à 10%, ils représentent également plus de 20% dans la société. Voilà. Donc un gros peut mieux faire, globalement. Un gros peut mieux faire sur ces catégories-là, effectivement. Et du coup, question pour vous deux. Comment impulser de manière positive? On connaît tous le chemin de la commande de contenu, de la commande de fiction, qui sont quand même faites par des gens éclairés, mais un peu comme les rédacs, et je viens de rédaction, donc je suis très libre pour le dire, un milieu qui se coopte entre lui-même. Donc concrètement, on lit souvent dans les rapports qu'à partir du moment où on veut une société représentative, on inclut la société dans l'entreprise. Je donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai été interpellée par un collègue de l'audiovisuel public qui me dit « Ah, écoute, on cherche des stagiaires. Super, issus d'une école reconnue par la profession. » Je n'ai pas fait une école de journalisme reconnue par la profession. Je ne suis pas morte. Donc, je me pose toujours cette question de comment se fait-il qu'on n'arrive pas, nous, à ouvrir un peu plus le spectre pour, au final, avoir des productions et des gens qui viennent raconter l'information de manière hyper sérieuse et vérifiée, mais sans passer forcément par cette espèce de pseudo-voix royale. Donc, question, comment est-ce qu'on peut transformer, impulser les gens qui écrivent des histoires pour faire que ça ressemble à ce qu'on vit tous aujourd'hui ? Sans forcément rentrer dans la contrainte ou dans le... Mais en fait, j'entends des gens qui se marrent, mais c'est un vrai sujet. Je fais juste une dernière parenthèse. Il y a le même problème dans l'édition, autre milieu que je connais bien, où en gros, vous pouvez arriver en tant qu'auteur avec une histoire
hyper sincère, hyper merveilleuse, où vous allez raconter un truc qui vous tient à cœur en allant sur cette typologie de population, et on va vous dire que vous n'êtes pas légitime pour écrire cette histoire. Donc il y a un moment, il serait bien que tous ces métiers en silo bouclent des boucles. Je vous rends le micro. Je parlais tout à l'heure de cohérence entre l'interne et les contenus. Donc, nous, en créant cette fondation il y a 15 ans, autant dire qu'avec 15 promos, on a irrigué un certain nombre de services, y compris à l'info. On a des journalistes qui sont issus de la fondation, des GRI. Mais c'est pas seulement la partie info. Donc je te rejoins complètement sur le côté, il faut que les équipes soient diversifiées pour avoir ce regard. On avait fait un travail aussi dès 2016 côté information sur la représentation des femmes, en revisionnant, en montrant en fait aux journalistes et aux monteurs en fait des sujets pour voir finalement quels étaient les potentiels biais cognitifs. Et donc ça, c'est un gros travail. Après, on sensibilise évidemment les producteurs. Et je rejoins ce que disait Géraldine, c'est-à-dire que notre raison d'être, c'est pas seulement de refléter la diversité de la société, mais c'est aussi lutter contre les stéréotypes pour pas enfermer tel et tel dans un style. Et effectivement, si on prend l'exemple des femmes, on a des métiers. Alors pour le coup, c'est pas entre guillemets, c'est pas de notre fait. Il y a des métiers dans lesquels les femmes sont sous-représentées. Je pense à la médecine, à la police, à la justice. Donc pour contrer ça, on a fait un travail qui consiste à aller sourcer des femmes dans des domaines dans lesquels elles sont sous-représentées et les accompagner pendant à peu près 9 mois avec du coaching, du média training. On crée des binômes avec des responsables de la rédaction pour leur permettre d'être plus à l'aise et d'accepter nos propositions, de venir aussi sur les plateaux, parce qu'on avait aussi cette difficulté, c'est que non seulement les femmes sont sous-représentées dans certains domaines, mais en plus, lorsqu'elles sont contactées, pour la plupart, elles disent non et elles donnent les coordonnées d'un confrère. Donc voilà, nous sommes le contre-exemple avec Géraldine, mais on avait vraiment ce sujet, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et voilà, sur la représentation du handicap, c'est plus compliqué puisque une grande partie des handicaps sont invisibles, mais en tout cas, on peut faire changer le regard sur le handicap. Je pense au film Mention particulière sur la première jeune fille trisomique qui a passé son baccalauréat. Et on a eu un deuxième épisode avec son insertion dans la vie professionnelle. Ce sont des films qui font changer le regard. On a eu aussi Handigang récemment avec Théo Curin. Donc je crois aussi beaucoup au côté qualitatif. On a cette capacité à faire changer les regards sur l'orientation sexuelle, sur le handicap, sur le genre. C'est vraiment des choses sur lesquelles il faut être présent tout le temps. Alors on travaille aussi sur la formation des équipes à ces sujets, avec des formations sur la lutte contre les stéréotypes. Et du coup, côté Arcom, dans les préconisations concrètes que vous mettez en place pour que ça aille un peu plus vite? Alors, c'est compliqué parce que, en fait, nous, on contrôle ce qui est diffusé à l'antenne. Toutefois, sur le sujet de la diversité, c'est inévitable. Il faut effectivement que les entreprises de l'audiovisuel aient une diversité en leur sein pour que ce soit répercuté à l'antenne. Alors je dirais qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà un enjeu de partage de bonnes pratiques entre les institutions, les différents acteurs. Nous, on travaille beaucoup avec la CNCDH. On a des partenaires comme ça. Et du coup, avec l'INA, on travaille aussi énormément. Donc, ce qui nous permet de partager les bonnes pratiques, améliorer les choses et pointer peut-être un peu plus les stéréotypes, puisque pour faire évoluer les outils qu'on a à notre disposition. Il y a un enjeu d'éducation. On fait de l'éducation aux médias à l'Arcom et on a formé beaucoup de professeurs aux enjeux de diversité, de lutte contre les discriminations. Voilà, il y a un enjeu de promotion aussi. On fait des événements, par exemple en 2021 on a fait un événement important sur la médiatisation du parasport qui s'appelait Jouons ensemble. C'est un événement auquel beaucoup de médias ont participé et voilà, qui a eu de belles répercussions.
Et enfin, le dernier enjeu, je dirais, c'est un enjeu de collaboration et d'accompagnement des médias. Et là, on essaye, après avoir évidemment encouragé tout ce qui est e-learning, tout ce qui est guide des experts, etc. Là, on va un peu plus loin et on travaille avec eux. Et c'est dommage que Jalé ne soit pas là parce que on a commencé avec Canal+, mais pour qu'ils mettent en place cet outil de suivi interne, parce que c'est quand on compte soi-même qu'en fait on prend conscience des choses. Et même si c'est bien que nous, on ait notre outil baromètre de la diversité, mais quand l'entreprise audiovisuelle le fait elle-même, après elle prend conscience des choses et elle peut améliorer les choses. Oui, du coup, c'est plus facile à monitorer. Une question pour vous. Qui est-ce qui a recruté pendant le confinement ? Recruter des nouveaux profils, onboarder des nouvelles têtes Ou bah alors, vous êtes que 2. D'accord. Et vous avez recruté quoi comme profil ? Rapide, enfin juste... Ok. Et Hélène, t'as recruté quoi ? D'accord. Donc des profils très digitaux. Moi, il y a une question que je me pose toujours, et pour l'avoir vécu, je suis arrivée chez France Média Monde et au bout de 30 jours, on était confinés. Bim. Donc j'ai rencontré personne dans l'entreprise, j'ai découvert cette entreprise via Teams, et je me suis dit que j'aurais, dans cette culture d'inclusion, de tu arrives dans un très grand groupe et tu ne connais personne, j'aurais adoré avoir un parcours un peu différent pour qu'on me raconte l'histoire de la maison, qu'on me donne un peu des guidelines et puis avoir un partage en fait entre l'histoire, comment l'entreprise fonctionne et moi ce que je peux apporter avec ma culture numérique. Et quand on réfléchit un peu plus loin, nous on est dans des médias, enfin je suis dans un média un peu à l'ancienne avec des gens qui aiment la marque, qui sont là depuis longtemps et je vois parfois justement une inclusion qui ne se fait pas avec les nouveaux outils, les nouveaux usages, les réseaux sociaux, etc. Côté TF1, est-ce que vous travaillez sur cette logique de reverse mentoring, de profils jeunes, différents, qui arrivent avec une nouvelle expérience, et les gens qui sont là depuis plus longtemps, qui peuvent transmettre la culture de l'entreprise pour justement accélérer cette inclusion de nouvelles personnalités et faire grandir tout le monde au final ? On a un processus d'onboarding qui, honnêtement, est assez complet, en tout cas dans la découverte des métiers, et puis surtout pendant cette situation qui s'est prolongée de confinement. On a mis en place pas mal de dispositifs sur notre intranet, notamment le concept du 1 heure avec, qui consistait à proposer une sorte de masterclass 1 à 2 fois par semaine sur différents sujets. Alors ça pouvait être des intervenants de l'entreprise ou bien plutôt quelque chose d'inspirationnel, quelque chose de formateur, y compris sur l'utilisation des outils, parce que comme tu disais, en fait, il y en a même qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser des outils type Meet ou Teams. Donc, on n'a pas forcément en place de manière structurelle de reverse mentoring. En revanche, on fait beaucoup de mentoring croisé sur les sujets d'égalité femmes-hommes, y compris avec des entreprises du groupe Bouygues ou bien des entreprises au sein d'un réseau qui s'appelle Mixité en scène, avec des entreprises qui sont relativement proches géographiquement de TF1. Et ça, c'est toujours extrêmement instructif. Puisqu'il y a un effet miroir qui est très intéressant. Moi, je suis pour continuer cette discussion parce qu'on me dit c'est horrible. Hein, en fait, vous m'avez donné un rôle infect. Je vous le dis, j'en ai marre de couper les gens. Merci à toutes les deux. C'était trop court, mais oui, preneuse de continuer cet échange pour avoir des médias qui ressemblent à la société, essayons de grandir ensemble sur ces thématiques-là. Merci 1000 fois et pardon d'avoir fait aussi condensé.